Bienvenue dans Savoir en santé, je suis Marina Carrère-Dancos et ensemble, nous allons plonger dans le monde du microbiote et son impact sur notre santé. Que ce soit dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche ou encore nos voies respiratoires et urogénitales, ces communautés invisibles sont essentielles à notre bien-être. Mais quand cet équilibre se brise, c'est tout notre organisme qui en pâtit. Maladies inflammatoires, troubles métaboliques, infections et même certaines pathologies neuropsychiatriques. Comment préserver cet équilibre fragile ? Quels sont les impacts de notre alimentation, de notre mode de vie ou de l'environnement sur ces milliards d'hôtes qui nous habitent ? Et comment la science tente-t-elle d'exploiter leur pouvoir pour mieux soigner certaines maladies ? Ce podcast, porté par la Fondation de l'Académie de médecine, s'inscrit dans un cycle de 5 épisodes où nous explorerons ensemble les différentes facettes du microbiote et son influence sur notre santé à travers des échanges avec des chercheurs, médecins et experts du microbiote. Y a-t-il un lien entre le déséquilibre du microbiote cutané et certaines maladies de peau ? Et quels sont les facteurs ayant un impact sur le microbiote vaginal ? Dans ce podcast, nous allons comprendre comment des modifications de la composition et de la diversité du microbiote cutané peuvent contribuer au développement ou à l'aggravation de certaines affections telles la dermatite atopique ou encore l'acné. Et on parlera également de la spécificité et de l'importance du microbiote vaginal et des causes et conséquences de son déséquilibre. Et puis nous verrons les différentes pistes pour rééquilibrer ces microbiotes, hygiène, soins topiques, modifications du mode de vie et puis les perspectives de recherche dans ces domaines. Et pour tout cela, nous sommes avec le professeur Martine Bagot et Samuel Alison. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Professeur Bagot, vous êtes dermatologue, vénérologue et membre de l'Académie nationale de médecine. Samuel Alison, vous êtes chercheur au CNRS. On commence avec vous pour aborder la modification de la flore vaginale et ses conséquences avec des approches scientifiques, sanitaires et sociales. Et on commence avec ces approches scientifiques. Qu'est-ce qu'on sait exactement ? C'est vrai que le microbiote vaginal est assez unique dans le sens où la vision qu'on a généralement des microbiotes avec la santé qui est souvent associée à une diversité, pour le microbiote vaginal, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que chez la majorité des femmes, ce microbiote est très peu diversifié. Souvent, on trouve une seule espèce bactérienne qui appartiennent au genre qu'on appelle les lactobacilles. Lacto vient du fait qu'elles produisent de l'acide lactique. Et chez une minorité de femmes, alors la proportion varie selon les populations, on pourra en reparler, on a au contraire un microbiote très diversifié. Et souvent, ces microbiotes diversifiés sont associés à des problèmes de santé, à des risques de santé accrus. Vous dites chez certaines femmes, chez quelles femmes ? Alors, c'est là où on passe de la microbiologie à l'épidémiologie. Il y a aussi des associations. Les études ont peu été réalisées en Europe pour le moment et quasiment pas en France. La majorité des connaissances vient d'Amérique du Nord et d'Afrique. En Amérique du Nord, ils ont vu que ces profils diversifiés, plutôt à risque, on pourrait dire, sont associés avec des femmes qui se définissent comme d'ascendance afro-américaine ou hispano-américaine. Et après, on sait qu'il y a d'autres facteurs aggravants. On sait que, par exemple, la pratique de douche vaginale augmente les risques de ces microbiotes diversifiés. À l'inverse... Une pratique qui a été longtemps recommandée. Alors je devrais préciser que je suis chercheur et pas médecin, donc je ne vais pas me prononcer sur les pratiques. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui qu'il ne faut plus le faire. Voilà, c'est quelque chose qui est encore couramment pratiqué en Afrique aussi. Et on voit aussi en Afrique une surreprésentation de ces microbiotes diversifiés. À l'inverse, on sait qu'il existe des facteurs protecteurs, entre guillemets. Par exemple, la contraception hormonale va conduire à un enrichissement en lactobacilles. Et on sait comment il évolue dans le temps, ce microbiote ? Alors, c'est un microbiote qui évolue effectivement au cours de la vie des femmes. C'est très peu documenté chez les bébés et petites filles, vous en doutez. On pense qu'il y a des lactobacilles chez les très jeunes enfants, mais en fait, ça vient du fait que les nouveau-nés ont encore des hormones de la mère. Mais chez les filles, il n'y a quasiment pas de... C'est un microbiote très peu abondant, on va dire. Et c'est à la puberté, avec la sécrétion des hormones sexuelles, où là, on va avoir l'établissement de ces microbiotes à majorité en lactobacilles, qui est le microbiote dominant jusqu'à la ménopause. Et là, à la ménopause, on voit de nouveau un changement, là encore avec les variations hormonales et une tendance à la diminution de ces microbiotes à lactobacilles. Donc c'est vrai que ça évolue au cours de la vie des femmes. Et juste parce qu'on en a parlé pour les microbiotes cutanés, est-ce que l'on sait si la façon dont l'enfant est né, si c'est par césarienne ou par voie naturelle, est-ce que ça change quelque chose ?
Alors là aussi, il y a peu d'études, hein. C'est une chose que je vais beaucoup dire, mais c'est vrai que le microbiote vaginal est beaucoup moins étudié Oui. que le microbiote intestinal notamment. Il y a des études qui sont allées voir le microbiote intestinal des nouveau-nés en fonction de naissance par césarienne ou Mmh. par voie basse. Là, on voit un effet, mais uniquement au cours des 6 premiers mois D'accord. de la vie de l'enfant. Après, on n'arrive plus trop à détecter d'effet. C'est peut-être lié aussi à la difficulté à caractériser ce microbiote intestinal qui se Bien diversifie et sûr. devient assez délicat à décrire. Euh, Quant à ce qui est du microbiote vaginal des filles ou des couples mère-fille, pourrait-on dire, là aussi, ça a été peu étudié. Parfois, on trouve que effectivement, les bactéries de la fille sont celles de la même espèce, Mmh. la même lignée que celle de la mère pour certaines espèces. Parfois, c'est pas le cas. Donc, il y a une diversité, mais encore une fois, de mémoire, il y a qu'une ou deux études qui ont étudié ça. Ça, c'était l'approche scientifique. Qu'est-ce qu'apporte l'approche sanitaire? Alors, c'est vrai qu'au niveau scientifique, c'était très intéressant parce que c'est un microbiote simple Bien et sûr. nous, les scientifiques, on aime bien les choses simples. Au niveau sanitaire, c'est assez impressionnant parce qu'on a des associations avec la santé qui sont extrêmement fortes. Si on prend une infection comme le VIH, par exemple, le virus de l'immunodéficience humaine, le risque supplémentaire de contracter le virus chez une femme qui a un microbiote diversifié par rapport à une femme qui a un microbiote peu diversifié à lactobacille, il est de l'ordre de 200%. On est sur des facteurs de risque qui sont énormes et qui s'expliquent après mécaniquement, hein. Il y a des effets d'inflammation locale. Mmh. Et c'est des choses qui sont vérifiées pour d'autres types d'infections sexuellement transmissibles, les herpesvirus, les papillomavirus. Donc, clairement, ce microbiote est associé à des risques d'IST, d'infections Mmh. sexuellement transmissibles. Il y a aussi des risques démontrés sur la fertilité, en particulier sur des études de fécondation in vitro, qui là encore sont intéressantes parce qu'on contrôle bien ce qui se Ouais. passe. Et là, on voit que les femmes qui ont un microbiote diversifié ont un risque supplémentaire de l'ordre de 30% de faire des fausses couches à la suite d'une FIV. Qui serait lié au fait que ça s'accroche moins bien que Alors, il y a un Maxidé? grand débat. Là, on touche plutôt à l'immunité au niveau de au niveau de la biologie de la reproduction. Pour que l'embryon s'implante, il faut qu'il y ait pas trop d'immunité locale. Il ne faut pas qu'il soit rejeté, entre guillemets, Mmh. mais il faut qu'il y ait un petit peu d'immunogénicité. Et donc, c'est cette balance qui pourrait être perturbée par le microbiote vaginal. En fait, le microbiote vaginal diversifié va être associé à une réponse inflammatoire de l'hôte. En fait, ces bactéries vont finalement digérer le mucus et s'attaquer à l'épithélium. Et donc, cet environnement inflammatoire est probablement pas idéal pour l'implantation embryonnaire. Et il y a aussi des effets assez démontrés sur les naissances prématurées. Oui. Là aussi, on sait que les microbiotes plus diversifiés augmentent le risque de naissance prématurée. Et là encore, on a des hypothèses d'action? Alors là, je dirais qu'il y a moins d'hypothèses. Pour le moment, c'est vrai qu'on a ces associations très fortes. Un des soucis, on y reviendra, c'est que les aspects curatifs ou thérapeutiques sont limités. Et donc, pour vraiment avoir une démonstration causale, il Ah oui, faudrait d'accord. vraiment avoir une approche curative pour pousser la démonstration. C'est toujours pathologique, une flore diversifiée ou pas? Non, non, non. Alors là, ça va vous parler plus en tant que médecin qu'à moi, mais on touche vraiment à ce qu'est la frontière entre le normal et le pathologique, pour reprendre Canguilhem. C'est-à-dire que je vous disais, à peu près une femme sur 5 a un microbiote diversifié. euh, pour la moitié d'entre elles, c'est complètement asymptomatique. D'accord. Donc, dans une moitié, il y a des symptômes de type démangeaisons, sécrétions abondantes et autres. Chez la moitié des femmes, c'est absolument asymptomatique. Et du coup, se pose la question de savoir si chez ces femmes, c'est pas un microbiote tout à fait normal et si ces associations qu'on détecte avec les facteurs de risque ne concernent pas juste une sous-population des femmes concernées. Et l'approche sociale alors? L'approche sociale, elle est assez évidente, hein. C'est vrai qu'on a une sous-représentation des thématiques qui touchent à la santé des femmes dans les recherches cliniques et biomédicales en général. Plus généralement, je vous parlais de ces risques sur la santé. Si vous faites les calculs, vous avez de l'ordre d'une femme sur 5 qui a ce microbiote diversifié. Quand vous rajoutez à ça tous les problèmes de risque d'IST, de risque de fertilité et de bien-être global, en fait, on voit aussi une association très forte entre ce que les femmes décrivent dans les questionnaires en termes de santé globale et ce microbiote-là. On est sur des thématiques qui ont un enjeu majeur en termes de santé publique. Qu'est-ce qu'on connaît de l'influence des contraceptifs, mais également de toutes les protections menstruelles qui sont utilisées? Parce que ça, il y a beaucoup de choses maintenant. Oui, alors on a beaucoup d'études d'association. Une des limites de ces études, c'est que souvent, c'est des études qu'on appelle transversales, c'est-à-dire on va échantillonner des femmes dans la population qu'on ne voit qu'une seule fois. Et vous vous doutez que si vous regardez un échantillon une fois dans le temps d'une femme,
ça va être limité. Par exemple, on sait qu'il y a des variations au cours du cycle menstruel qui sont très fortes. Les contraceptifs, je vous ai dit, augmentent, favorisent ces lactobacilles. Mhm. Sur les protections menstruelles, ça va peut-être vous surprendre, mais on manque d'études. Il y a beaucoup d'études qui sont associées aux tampons à cause Oui, du risque de choc septique. oui. En revanche, quand on Et le regarde... risque d'infection généralisée si le tampon n'est pas changé, laissé trop Voilà. longtemps ou pas adapté en taille à la personne. Et là, l'industrie pharmaceutique, notamment, a été incitée à faire beaucoup d'études Oui. là-dessus, du fait des procès qui ont suivi. Mais quand on commence à regarder d'autres types de protection menstruelle, et nous, dans notre équipe, par exemple, on a regardé les associations entre l'utilisation des coupes menstruelles en silicone, qui sont de plus en plus populaires, il n'y a quasiment aucune étude sur ces coupes menstruelles, alors qu'elles ont été utilisées bien avant les tampons. Donc, en fait, pour le moment, on a plutôt un manque de données. Nous, mais c'est une étude, on a par exemple trouvé que les femmes qui disaient utiliser des coupes menstruelles plutôt que des tampons disaient aussi avoir plus souvent des infections fongiques, des mycoses. Après, est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est la conséquence? Clairement, on touche aux limites et un petit peu aux aspects sociaux aussi, c'est-à-dire que c'est des thématiques qui sont moins financées et moins étudiées. Qu'est-ce que c'est l'influence des rapports sexuels sur le microbiote vaginal? Alors, on sait pas mal de choses. Évidemment, sur tout ce qui est les infections, si on inclut Oui. les microbes pathogènes dans le microbiote, clairement, les infections sexuellement transmissibles se transmettent à cette occasion. On sait qu'il y a des effets à court terme, notamment le sperme va agir sur le pH. C'est lactobacilles qui produisent de l'acide lactique. En fait, dans l'acide lactique, il y a acide et ils acidifient l'environnement vaginal qui permet une protection contre des infections. Beaucoup de bactéries n'aiment pas, ou de virus n'aiment pas, ne survivent pas en pH acide. Et du coup, au cours des rapports sexuels, le sperme va avoir comme effet d'augmenter ce pH et donc potentiellement de diminuer la protection à ce moment-là. Après, on a... en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que si chez certaines femmes, ce microbiote est relativement stable d'une semaine à l'autre, en gros, si c'est un lactobacille, on retrouvera le même lactobacille la semaine d'après, on observe parfois des basculements, c'est-à-dire un passage d'une flore, on va dire normale ou optimale, vers une flore diversifiée. Et là, ces mécanismes sont relativement peu compris et on pense que les rapports sexuels pourraient être une des causes de ces perturbations. Mais là, au niveau mécanistique, on ne sait pas du tout ce qui pourrait causer ça. Et durant les règles, ça évolue ou pas le microbiote? Alors, durant les règles, oui, on voit, même chez les femmes qui ont des profils très stables, souvent on voit moins de lactobacilles pendant les règles. On a là encore un effet au niveau des variations de pH et aussi un effet de la diminution de l'épaisseur de l'épithélium. Cet épithélium qui synthétise les ressources que vont digérer les bactéries diminue au moment des règles. Et donc, voilà, changement du pH, changement des ressources, modification hormonale. Souvent, les règles sont un moment de perturbation où on peut avoir un risque de basculement vers une flore diversifiée. L'état du microbiote vaginal de la future mère, enfin de la maman, impacte comment le bébé et sa santé? Et notamment, est-ce que chez ces femmes qui ont un microbiote très diversifié et les autres, est-ce qu'on constate des différences sur la santé des enfants? Alors, une des difficultés, c'est qu'à ma connaissance, il y a très peu d'études qui ont échantillonné le microbiote avant la grossesse. Donc, beaucoup d'études ont le microbiote pendant la grossesse et après, mais c'est vrai que comme on sait pas comment c'était avant, ça rend délicat le fait de dire est-ce que le microbiote est causal ou pas. Ce qu'on sait, c'est que pendant la grossesse, on a généralement plus de lactobacilles, là encore avec cette production supplémentaire d'hormones. Au niveau de la vie, du développement, ce qu'on appelle la période des 1000 premiers jours après la naissance des enfants, c'est relativement peu étudié, là encore. On n'a pas beaucoup d'études qui suivent ce développement après. Il y a ces risques dont je vous ai parlé, naissance prématurée. Mais plus tard, sur la santé des enfants. Voilà, sur la santé plus tard. Là, c'est une difficulté globale en recherche et recherche clinique qui est que les appels à projets de recherche sont souvent conçus sur 3 à 5 ans. Donc, si vous rajoutez le temps de la grossesse là-dedans, vous ne pouvez pas suivre les enfants jusqu'à un âge très avancé. Donc voilà, on a besoin d'études sur le plus long terme. Il y a beaucoup de preuves qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des effets, mais clairement, c'est des domaines en pleine étude. Le microbiote vaginal communique, j'allais dire, avec quel autre microbiote? C'est très débattu. Il y a beaucoup d'études qui ont cherché des liens entre microbiote intestinal et microbiote vaginal ou entre l'alimentation et la composition du microbiote vaginal. Enfin, beaucoup d'études. Certaines études, les résultats ne sont pas extrêmement emballants. On trouve que les personnes qui disent avoir un régime plus riche en fibres ont souvent un microbiote plus optimal. Enfin, les femmes ont un microbiote plus optimal, riche en lactobacilles, mais
Bon, on trouve toujours les fibres qui sortent dans les questionnaires, donc il y a pas eu grand-chose d'extrêmement probant et en fait, c'est là aussi une question ouverte, c'est-à-dire d'où viennent ces lactobacilles qui colonisent, le microbiote vaginal? C'est pas du tout les mêmes lactobacilles que ceux qu'on trouve dans les yaourts, par exemple, Oui. qui est une autre espèce, Lactobacillus brevis. Je vous ai dit que parfois, on voit une transmission verticale de la mère à la fille ou de mère à la future femme, mais la plupart du temps, la vérité, c'est qu'on ignore, d'où viennent ces bactéries. C'est un domaine assez, inconnu à l'heure actuelle. Et un lien entre microbiote vaginal et microbiote cutané? Alors là, le lien que je verrais le plus fort est plutôt sur une dimension du microbiote dont on parle pas souvent, qui sont les virus. Et c'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, les virus qu'on retrouve souvent sont les papillomavirus. Alors c'est pas les mêmes espèces de papillomavirus, mais c'est vrai que les papillomavirus, c'est un des virus les plus fréquemment trouvés sur la surface de la peau et c'est aussi, les virus les plus fréquemment trouvés sur la sphère génitale. On va parler justement de ce microbiote cutané avec le professeur Martine Bagot. Je rappelle que vous êtes dermatologue, vénérologue et membre de l'Académie nationale de médecine. Il est absolument essentiel, ce microbiote, dans plusieurs fonctions de la peau. Tout à fait. Alors, il faut savoir que la peau est recouverte d'une quantité de bactéries. Ça fait partie, contrairement au microbiote vaginal, la bonne santé de la peau implique un microbiote extrêmement diversifié, de très nombreuses quantités de bactéries. Et ce microbiote, il est variable en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de la localisation. Les zones grasses comme le front, les zones humides comme les aisselles ou les zones sèches ont un microbiote différent. Mais pour un individu donné, le microbiote est stable dans le temps. Ah d'accord, il n'évolue pas avec l'âge. Alors si, il varie avec l'âge, mais bon, à partir d'un l'âge adulte, disons, voilà, Oui, d'accord. chez le petit enfant, il est différent, chez l'adolescent différent, mais disons sur une échelle de Il est stable sur les mois et les... Il est stable, voilà, à un âge donné, donc c'est quand même une signature d'un individu donné. Alors ce microbiote, il est extrêmement important pour la physiologie cutanée. On s'est rendu compte qu'il y a des réponses immunitaires contre, c'est ce qu'on appelle la flore commensale, c'est-à-dire un ensemble de bactéries qui colonisent la peau, qui sont des staphylocoques blancs, des cutibactéries, des corynébactéries, enfin bon, les noms sont compliqués, c'est très 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 polymorphe. Et le système immunitaire localement développe des réponses immunitaires contre ces bactéries qui jouent un rôle très important pour le maintien de la fonction barrière de la peau et du système immunitaire cutané. Mais des études récentes ont montré que ces réactions immunitaires au niveau cutané jouent aussi un rôle pour la différenciation des cellules de la peau, ce qu'on appelle les kératinocytes, les cellules de soutien, la fonction immunitaire, la fonction barrière, et aussi la cicatrisation. Donc, c'est la qualité de la cicatrisation? La qualité de la cicatrisation, la rapidité de la cicatrisation. Donc, il est très, très important d'avoir une flore de bonne santé, polymorphe. Voilà, donc ça, c'est en physiologie. Alors, en pathologie, évidemment, il y a un déséquilibre de cette flore et plusieurs maladies dermatologiques ont été bien étudiées. Bon, l'acné, l'hydradine suppurée, mais surtout la dermatite atopique. Alors, pourquoi la dermatite atopique? Parce que dans la dermatite atopique, vous savez, c'est une maladie dans laquelle on se développe des rougeurs, des démangeaisons qui commencent dans l'enfance, peut se poursuivre à l'âge adulte. Maintenant, on décrit même des dermatites atopiques qui débutent après 60 ans. Donc, voilà, c'est une maladie assez fréquente. Et dans cette maladie, on s'est rendu compte qu'il y a une perte de la diversité du microbiote. Alors, il y a une colonisation des zones atteintes, mais aussi des zones des zones non lésionnelles, comme on dit, par des staphylocoques dorés. Alors, c'est des staphylocoques dorés qui sont même un peu particuliers parce que les études ont montré que c'est des staphylocoques dorés différents de ceux qu'on pourrait voir, par exemple, chez un sujet sain qui a une infection banale. Ce sont des staphylocoques qui ont tendance à s'agglutiner les uns aux autres, à former une espèce de biofilm. Et comme les patients ayant une dermatite atopique en plus ont des anomalies de la fonction barrière, probablement avec un déficit d'une protéine qu'on appelle la filagrine ou de la barrière lipidique. Donc, vous voyez que tout ça, ça fait un cocktail un peu explosif et ça aboutit à une inflammation cutanée. Donc, il y a les bactéries peuvent pénétrer plus facilement. Le staphylocoque doré se développe. Et d'ailleurs, cette augmentation du staphylocoque doré est plus importante et associée et peut être prédictive des poussées et d'autant plus important que les poussées sont sévères. Est-ce qu'on sait si la couleur de peau influe sur le microbiote? Oui, bien sûr. Alors bon, ça fait partie de l'immense polymorphisme. Il y a un très, très grand polymorphisme suivant les pays, aussi le climat.
sous lequel on vit. Donc oui, il y a une très, très grande diversité voilà, qui a été analysée, mais qui ne modifie pas la bonne santé, quoi. Voilà. D'accord. Oui, oui. Et est-ce qu'on a constaté chez les patients qui ont des cancers de la peau, et pas, je ne parle pas que du mélanome, mais en général, qu'ils ont éventuellement des facteurs de risque liés à leur microbiote? Alors, c'est plutôt microbiote viral, comme on a parlé pour le. Voilà, c'est-à-dire que quand on a une immunodépression, on a tendance à la réactivation de certains virus. Fait, des papillomavirus, des polyomavirus. Donc, on voit effectivement des lésions qui sont associées à cette réactivation de virus, bon, voilà, qui peuvent être liées plutôt à l'immunodépression qu'autre chose. Donc, qui peuvent être associés au cancer, pas forcément la cause des cancers. Ça peut être une association et pas une cause. On le voit par exemple pour les papillomavirus ou les polyomavirus. Oui, oui. On évoquait le lien entre le microbiote cutané vaginal et microbiote cutané et digestif. Quel est le lien? Alors, ça a été montré chez la souris. Bon, chez l'homme, c'est bon, pas eu d'études, mais chez la souris, effectivement, il a été montré que des modifications du microbiote intestinal pouvaient influer sur la modification du microbiote cutané. Ça paraît c'est étonnant, mais bon, oui. Et donc, en modifiant éventuellement le microbiote digestif, on peut agir sur certaines maladies de peau? Alors peut-être, en tout cas, ce qui a été fait en dermatologie, c'est plutôt d'essayer de traiter en mettant certaines bactéries intestinales au niveau de la peau, avec des résultats variables. Bon, peut-être on va parler de la thérapeutique, mais si, explique-moi comment on met du microbiote digestif sur la peau. Alors, c'est chez la souris. Hein, oui, bien sûr. Alors, bon, on aborde le chapitre du traitement, puisqu'on a un déséquilibre du microbiote. Évidemment, on a essayé de traiter en restaurant cette flore microbiote normale. Donc, il y a des essais qui ont été faits en l'administrant péros, par la bouche, ou localement. Et dans l'immense majorité des cas, on a essayé les essais thérapeutiques étaient avec des lactobacilles, ou sont des cocktails de lactobacilles. Et quelques essais ont comporté des bactéries intestinales. Voilà. Mais bon, pas n'importe quelle bactérie intestinale, évidemment, pas des Escherichia coli. Il faut que ce soit des bonnes bactéries intestinales aussi, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Si on parle des formulations topiques, il y en a qui sont vraiment intéressantes pour la croissance d'une flore bénéfique ou pas? Alors, bon, c'est au stade de recherche. Oui. D'abord, il faut rappeler que pour le traitement, par exemple, de la dermatite atopique, le principal traitement, c'est quand même la restauration de la fonction barrière, c'est-à-dire des émollients, hein, c'est très important. Et puis, les corticoïdes ou d'autres traitements topiques qui diminuent l'inflammation. C'est pas si on essaye seulement de diminuer les bactéries, c'était montré dans des modèles animaux que ça ne suffit pas. D'accord. Voilà. C'est important d'essayer de diminuer les bactéries, surtout les mauvaises bactéries. Surtout qu'on peut même maintenant avoir des traitements très ciblés ou essayer de diminuer uniquement, de faire disparaître uniquement les mauvais staphylocoques dorés et pas les bons staphylocoques dorés. Par des topiques très sophistiqués avec des nouvelles techniques de biologie moléculaire. Bon, mais enfin, c'est au stade de la recherche. Et donc, on peut essayer, en plus des traitements barrières, d'un patient qui a déjà des traitements par des émollients et un traitement anti-inflammatoire, de voir si en rajoutant des traitements par des lactobacilles, des cocktails de lactobacilles, on peut diminuer les signes cliniques, l'inflammation. Et les études montrent que oui, qu'il y a un certain effet. Les études ont été faites chez la souris. Il y a aussi beaucoup de travaux chez l'homme qui montrent que ça peut marcher, mais il faut quand même bien dire qu'on est encore au stade d'essais thérapeutiques et pour l'instant, il n'y a aucun produit qui a été reconnu thérapeutique. C'est encore au stade de l'évaluation et des essais. Et pour faire de la prévention, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Est-ce qu'il y a une façon de se laver, une façon de protéger sa peau qui est bénéfique ou pas? Ou est-ce que, en gros, tout se vaut selon le microbiote que l'on a, avec lequel on est né? Alors, il est classique de dire qu'il ne faut pas trop se laver. Alors, pas trop se laver, ça veut dire se laver quand même tous les jours. Mais ce qui peut être délétère, c'est de se laver 3 fois par jour, par exemple. Surtout quand on a une dermatite atopique, parce qu'on a une flore cutanée. Si on se lave trop avec des détergents, des savons détergents, on va détruire la flore cutanée saprophyte et on peut faciliter cette inflammation. Voilà. Mais enfin, on peut quand même prendre des douches tous les jours. Pas de douche vaginale, bien compris. Non, de douche cutanée ou de bain cutané. Mais effectivement, il peut y avoir des patients qui se lavent de manière obsessionnelle. Et là, c'est mauvais. Voilà. Et les produits qu'il faut utiliser, est-ce qu'il y a des recommandations? Alors, des produits qui ne sont pas trop détergents, parce que les patients qui ont une dermatite atopique, comme on l'a vu, ont des anomalies de la fonction barrière. Donc, si on aggrave, les détergents peuvent aggraver cette fonction barrière et en plus induire des sensibilisations.
Mais pour tout le monde, pour quelqu'un qui n'aurait pas de dermatite, c'est des produits qui doivent être le plus neutre possible. Voilà, c'est ça. Voilà, le plus neutre possible et qui respectent le film lipidique de la peau, qui reconstitue le film lipidique de la peau. Voilà. Les pré, les pro, les post-biotiques, tous les biotiques dans l'équilibre du microbiote cutané, c'est quoi leur place? Alors, pour l'instant, c'est au stade d'évaluation, hein, mais bon, c'est une nouvelle piste très intéressante. Alors, les prébiotiques sont des produits qui favorisent le développement des bonnes bactéries. Donc, les prébiotiques, donc, on crée un environnement favorable pour que les bonnes bactéries se développent. Alors, ça se présente comment, les prébiotiques? Alors, pour l'instant, c'est des substances chimiques ou des produits. Ça, pour l'instant, c'est là encore uniquement du domaine de la recherche. Les probiotiques sont ces bonnes bactéries. Alors, c'est dont on a parlé. Est-ce qu'on peut les amener par voie orale ou ça serait plus logique de les amener par voie topique? Là encore, c'est encore du domaine de la recherche, mais c'est quand même intéressant. Il a été montré que chez les enfants qui ont une dermatite atopique, ça peut permettre de reconstituer une flore normale, une diversité de flore, et diminuer l'inflammation, diminuer les scores cliniques, comme le SCORAD, par exemple. Voilà. Mais enfin, bon, comme je vous disais, c'est un traitement adjuvant, c'est pas un traitement au sol. Et puis, il y a ce qu'on appelle les postbiotiques, c'est-à-dire favoriser les traitements produits par les bonnes bactéries. Parce que ces bonnes bactéries peuvent produire des produits antimicrobiens ou anti-inflammatoires. Donc, voilà. Donc, là encore, c'est une piste de recherche. C'est-à-dire, si on arrivait à isoler ou à fabriquer des topiques avec des produits sécrétés par les bonnes bactéries, ça pourrait peut-être avoir un effet bénéfique. Je dis pourrait parce que là encore, c'est au stade de la recherche. Et toutes ces recherches, si elles aboutissaient, est-ce qu'on pourrait, par exemple, chez un enfant qui va naître de 2 parents atopiques, dont on sait que le risque va être plus élevé, de prévenir l'apparition de manifestations? Alors, il faudrait le démontrer. Ce qui a été fait, c'est que on sait que si la mère fait un régime avec des yaourts, par exemple, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que finalement, ça ne change pas tellement l'incidence, la fréquence de dermatite atopique. Donc, c'était essayé. Il fallait prévenir chez des familles à risque. Bon, non, pour l'instant. On a essayé aussi la modification de l'alimentation pour améliorer le microbiote digestif et l'impact du coup sur ces pathologies ou pas? Digestif, non. Enfin, si, digestif, puisque c'était manger des yaourts. Oui, mais de manière plus générale, c'est pour modifier le microbiote digestif. Non, c'est trop. Ça devient probablement trop complexe. Et puis, il y a des tas de facteurs confondants. Voilà. Mais ce sont des pistes, tout ça, ce sont des pistes très intéressantes, mais qui nécessitent des essais thérapeutiques et surtout des études contrôlées. C'est ça. Parce que pour conclure, il faut toujours avoir un groupe contrôle. Voilà. Et puis, contrôler l'alimentation, ça nécessite de se faire de manière très stricte. Enfin, absolument. Les progrès technologiques qui permettent d'éliminer de manière ciblée les pathogènes cutanés, on en est où? Alors, c'est en cours de développement. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent. Vous savez, vous connaissez la technique CRISPR-Cas9 qui permet... Expliquez, parce que c'est un peu ce qu'on appelait les silos moléculaires, c'est-à-dire... Et je sais qu'il y a des startups qui travaillent sur, comme je le disais, le fait de détruire de manière extrêmement ciblée certains staphylocoques dorés sans détruire les autres, ceux qui seraient... sans détruire les bonnes bactéries qui sont les staphylocoques. Non, mais sur des centaines de milliers de... C'est en cours d'évaluation. C'est en cours d'évaluation. C'est pas là encore. C'est des pistes intéressantes intellectuellement, mais on ne veut pas dire que c'est démontré, que ça marche. Voilà, ce sont les pistes actuelles. Il y a d'autres pistes de recherche sur le microbiote cutané? Alors, il y a énormément de pistes de recherche, c'est-à-dire, ce dont on a parlé, c'est d'identifier ce qui pourrait être favorable au microbiote cutané normal et le développer et l'apporter sous forme de topiques. Ça serait extrêmement intéressant si on pouvait développer ces types de topiques favorisant la biologie finalement saine, maintenir un équilibre sain chez les patients qui sont une peau saine, et puis restaurer un équilibre normal chez ceux qui ont ce qu'on appelle une dysbiose. Voilà. C'est ça. Oui. Et dans le microbiote vaginal, c'est quoi les pistes de recherche? Alors, on parlait des probiotiques. Pour le microbiote vaginal, il y a un avantage, entre guillemets, qui est que l'état en bonne santé, c'est souvent une seule espèce de lactobacille. Donc, on peut se dire que pour un probiotique, c'est facile, il suffit d'apporter le lactobacille. Ça a été essayé avec Lactobacillus crispatus, qui est le meilleur des lactobacilles, on va dire. Un essai clinique qui a donné des résultats mitigés. On voyait une amélioration à 3 mois et plus trop de pistes à 6 mois. Il y a eu un essai sur quelques patients de transplantation de microbiote. Là aussi, là, je crois qu'on parle de 4 ou 5 patients, donc on ne pourra pas tirer des conclusions.
Il y a un essai clinique qui est en cours de réalisation par le professeur Jacques Ravel, qui est l'expert mondial du microbiote vaginal, qui est français d'ailleurs. On a un Français qui est expert de ce microbiote, qui travaille à l'Université de Maryland. Et ils ont des résultats, les premiers résultats viennent d'être en pré-publication, sont extrêmement prometteurs sur un probiotique. Et lui, son idée, ça a été de mettre plusieurs souches de Lactobacillus crispatus dans le probiotique. Son hypothèse était que chez différentes femmes, ça peut être différents variants, on va dire, de la même espèce bactérienne qui s'implantent, et que l'échec du premier probiotique était peut-être lié au fait que ce variant ne fonctionnait qu'avec certaines femmes. Donc, ils en ont mis 3, et puis 6 et 15 dans d'autres probiotiques. Et là, les résultats ils ont présentés l'année dernière à Paris sont assez impressionnants. Bon, c'est très prometteur, mais c'est une étude de phase 1, donc normalement, c'est que pour tester la toxicité. Ils ont quand même poussé la taille d'échantillon pour avoir une centaine de femmes. Et sur cette centaine de femmes, ils ont plus de 80% de femmes chez qui l'administration du probiotique après les règles sans traitement antibiotique, alors que d'habitude, on fait un traitement antibiotique d'abord. Là, sans traitement antibiotique, ils ont plus de 80% de réversion vers les Lactobacillus crispatus. Donc, c'est très prometteur et c'est extrêmement... comment dire nécessaire, attendu, parce que je vous disais que le traitement antibiotique qui est le standard fonctionne chez les femmes qui ont ces perturbations symptomatiques qu'on appelle aussi vaginoses bactériennes. Il n'y a pas un échec thérapeutique dans le sens où l'échec thérapeutique est défini dans les 2 semaines. Le traitement antibiotique va marcher, mais vous avez plus de 50% de récurrence à 6 mois. Donc, c'est des femmes qui ont des perturbations à répétition. Et là, clairement, les options thérapeutiques sont trop limitées en ce moment. Donc, on a vraiment besoin d'autres options. Et c'est vrai que le microbiote vaginal peut être un microbiote original pour ça, du fait qu'en bonne santé, il est peu diversifié, ce qui rend sa compréhension plus simple que les autres. C'était passionnant. Il y a encore beaucoup de boulot de recherche dans tout ça. Donc, beaucoup de possibilités pour l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci.